Salomé Patel s'est lancée dans l'apiculture il y a 2 ans et demi. À force d'observer les abeilles butiner les fleurs de son jardin, elle s'est prise d'une vraie passion pour l'hyménoptère. Tous les matins, je voyais des abeilles aussi venir sur mes arbres fruitiers et tout là. Et rien qu'à l'entendre, ça m'attirait. Et j'allais en dessous les arbres et je les regardais. Et ça me faisait un bien de fou. J'avais commencé avec 2 ruches que j'avais achetées avec un ancien apiculteur. Et de 2 ruches, c'est moi-même qui a créé. Maintenant, j'en ai 23. En 2020, 448 personnes déclarées au Centre de promotion de l'apiculture, 7866 ruchers, pour une production totale de miel de 127 tonnes à l'année. Patrice Leblanc a débuté son activité en 2008 et possède aujourd'hui un peu moins de 100 ruches avec sa compagne Wako Sinemada. Le miel de grande terre, il est souvent influencé par le yaouli, beaucoup ou pas, mais c'est une saveur qu'on retrouve dans tous les miels de Nouvelle-Calédonie, quoi, souvent. Bon, après, à part peut-être les miels de mangrove, les choses comme ça, quoi. Et ici, du fait qu'il y a l'absence de cette essence sur l'île, je pense que c'est ce qui fait en fait la particularité, une des particularités du miel de Lifou, en fait. Patrice et Wako sont aussi les apiculteurs les plus primés du pays. Après avoir obtenu plusieurs années de suite la médaille d'or au concours national agricole de Paris, c'est le prix d'excellence qui leur a été décerné cette année. Après, ça fait quand même une bonne renommée pour nous, puis pour le miel de Lifou en général. Ça profite pas qu'à nous, mais tant mieux, c'est ce qu'il faut. On a des miels vraiment purs, quoi. On a des miels qui sont exempts de produits phytosanitaires, donc des produits qu'en Europe on trouve pratiquement plus, en fait. Donc forcément, on est sur des marchés. Demain, la demande ne va pas s'arrêter, quoi. Donc après, prétendre à faire de l'export, nous on fait 2-3 tonnes de miel par an. Il faudrait qu'on ait une production quand même plus importante pour pouvoir vraiment répondre à de l'export, on va dire, quoi. On préfère que les gens viennent le chercher à Lifou. Bon, c'est sûr que ça réduit le nombre de personnes qui peuvent venir, mais on préfère, c'est un produit d'appel, quoi. Donc ça veut dire qu'il faut que les gens, quand ils viennent à Lifou, ils le trouvent à Lifou. Si nous, notre production, on l'envoie en métropole ou ailleurs, les gens ils viennent à Lifou, ils doivent repartir avec un pot de miel. Si on commence à envoyer tout à l'extérieur, c'est un petit peu dommage, quoi. La saveur du miel de Lifou est très réputée, mais sa production reste inférieure à celle des autres provinces. Selon les dernières statistiques de la Davar, seul 20% du miel calédonien est produit en province des îles Loyauté, contre 58% en province sud. Pas évident celui-là, mais très bon, très doux. Il est fort, c'est vrai ce que tu dis maintenant. Alcoolisé, mais je me souviens plus. On va se mettre dans les chauds. Pas évident pour Christian d'identifier l'arôme dominant dans ce miel qu'il vient de mettre en bouche. Cet apiculteur participe à une formation dégustation. Il a goûté une dizaine de miels très différents en même temps. Le dernier qu'on a goûté, la dame elle disait qu'il y avait du miel avec le sirop d'érable, qui a le goût de sirop d'érable. Imaginez-vous que le sirop d'érable il existe qu'au Canada et on en trouve en Calédonie du goût de sirop d'érable dans du miel. C'est vachement intéressant et c'est très très enrichissant. Le panel des saveurs est extrêmement large. Pour les reconnaître, le palais doit se former. Il a fait le 20 107 2 fois et le 19 107. Et il a trouvé la différence. Comment c'est que ça n'arrive pas selon les personnes, c'est même... Chaque année, des productrices et producteurs de miel profitent de ce stage pour aiguiser leur sens. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a 3 catégories. Catégorie dominante niaouli, toute fleur claire, toute fleur foncée. Et si on a mis en place cette formation, c'est d'une part pour que les apiculteurs puissent reconnaître lorsqu'ils produisent du miel de niaouli. D'autre part, valoriser le concours en donnant aux apiculteurs un panel de différents arômes qu'ils peuvent avoir dans leurs différents miels. Alors, le pétrochili, c'est un miel qui vient de Wainou, qui a été récolté sur maquis minier. De maquis miniers, de savanes, de forêts ou encore de mangroves, les miels du pays sont typés et différents les uns des autres. Il est parfois difficile de définir les différents pollens qu'ils renferment. Néanmoins, 93% du miel commercialisé l'est sous l'appellation miel toute fleur. Puis, on retrouve également le miel de forêt et celui de niaouli. En 2020, on a eu des miels légèrement amers à très amers, beaucoup plus que d'habitude, avec un petit côté anisé et réglisse qui restait en bouche.
Depuis 2017, des études sont financées dans le cadre d'un programme de caractérisation des miels pour une éventuelle certification. Objectif, valoriser le produit sur les marchés internationaux. Un travail de longue haleine qui va de pair avec les travaux sur la génétique du cheptel. C'est dans ce coin de la propriété familiale que Norman a installé ses ruchers test. Le jeune apiculteur participe au programme de sélection génétique du centre d'apiculture. Ce jour-là, il reçoit la visite de Margot du RESA, le réseau d'épidémiosurveillance apicole. Les premiers résultats semblent encourageants. On note sur ce programme que les colonies se développent très rapidement et surtout elles sont autonomes, elles sont autosuffisantes alimentairement, ce qui est très important pour nous. Cela fait 7 ans que le centre d'apiculture travaille à l'amélioration génétique du cheptel apicole calédonien. Le programme est un échange de bons procédés. Les apiculteurs confient leurs colonies les plus performantes au CPA, chargé de les reproduire. Une fois les reines multipliées, elles sont ensuite renvoyées à l'apiculteur, soit sous forme de reines fécondées, soit en cellules royales. Depuis 2 ans, 4 producteurs de miel participent à l'expérimentation. Donc les apiculteurs nous font des remontées d'informations sur les performances des reines dont ils ont hérité. Et c'est à partir de ces données-là qu'on peut identifier là où les meilleures souches de la saison et qu'on va ensuite multiplier pour diffuser cette génétique. Mais pour comprendre comment est fabriquée une reine, direction les ruches et souches. Donc ici on a 5 colonies sélectionnées par nos apiculteurs. La productivité, la résistance aux maladies, l'autonomie alimentaire et la douceur sont les critères de sélection. Donc ça a été sélectionné dans la saison dernière par l'apiculteur. Donc là on voit vraiment l'os en couvain qui est très compact, donc ça c'est quelque chose qui est pris en compte dans les critères de sélection. Après avoir pondu, les larves de cette reine ont été greffées pour obtenir des cellules royales. Donc là on a mis les bigoudis par précaution pour pas qu'elle naisse. Il faut savoir que quand une reine elle naît, la première qui va naître de ce rang-là, elle va détruire les autres. Des reines qui seront par la suite fécondées par des mâles eux aussi sélectionnés. Une fécondation dirigée qui permet d'obtenir une abeille améliorée. C'est aussi d'avoir une abeille qui va être plus résistante aux maladies, donc soit les maladies qui sont déjà présentes, comme la loque américaine qui est très impactante pour les apiculteurs, mais aussi préparer le cheptel apicole à une éventuelle introduction de pathogènes de l'extérieur. L'élevage de rennes est certes une technique apicole assez invasive, néanmoins la sélection génétique vise à aider l'abeille à faire face aux maladies dans la loque américaine le varroa. Ce dernier n'est pas encore présent en Nouvelle-Calédonie, mais il aurait un impact assez dévastateur s'il était introduit. Comment minimiser ce risque d'introduction? Réponse dans le prochain épisode. C'est pas celle-là, là? Là. Couvain, abeilles, larves, tout est scruté. Aurore et Margot du centre d'apiculture sont sur un des ruchers sentinelles situés à proximité du port autonome. Des ruches placées autour de zones à risque qui sont vérifiées une fois par mois. Examens visuels et tests sont effectués pour détecter une présence potentielle de pathogènes. C'est une larve bizarre. La biosécurité aux frontières maritimes et aériennes est le premier point de contrôle. Actuellement, le territoire est indemne de virus, bactéries, parasites ou encore champignons déjà présents dans la zone pacifique. Un état sanitaire hors du commun. Cependant, les flux de marchandises depuis l'extérieur et les conditions environnementales favorables peuvent mener à l'implantation de pathogènes exotiques. T'avais que du pollen, toi, sur ton cadre de rive, là? Oui, beaucoup. Donc 8 couvains et 2 pollen. Le pire ennemi pour le pays serait ce parasite de l'abeille, le varroa. Les conséquences de son implantation seraient désastreuses sur la filière apicole. Du coup là, je récupère des lanières d'acaricides que je vais mettre dans la colonie au niveau du couvain pour détecter et tuer potentiellement le varroa. Le principe, c'est que si un essaim, par exemple, arrive sur un bateau de Nouvelle-Zélande, donc d'Auckland, où le varroa est présent, donc cet essaim, il peut être porteur de varroa, il va arriver, il va s'installer à proximité du port. Et s'il s'installe, les abeilles de cet essaim vont entrer en contact avec les abeilles des ruchers sentinelles et nos ruchers sentinelles vont se faire contaminer. C'est pour ça que nous, on les teste tous les mois. C'est un piège à huile. J'ouvre et je regarde à l'intérieur s'il n'y a pas des insectes, comme le coléoptère des ruches. Pour éviter la catastrophe, le RESA veille à ce que le risque d'introduction soit minimisé. Tests et systèmes de surveillance sont déployés. Puis,
Un plan d'intervention d'urgence est également en place si besoin. On a aussi des systèmes de gestion des essaims sauvages. Et là, on travaille en partenariat avec des apiculteurs privés qui vont aller récupérer l'essaim, faire des prélèvements, nous les envoyer. Et si tout va bien, si c'est de l'abeille européenne et qu'il n'y a pas de varroa, les apiculteurs vont pouvoir récupérer l'essaim. Les apiculteurs également engagés dans la démarche suivent une quarantaine de ruchers sentinelles sur l'ensemble du territoire.